Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'estrogène et la progestérone. Abordons les rôles de l'estrogène. Tout d'abord, chez la femme, l'estrogène est responsable du développement des seins à la puberté et les prépare à la production de lait. Elle s'occupe également de la répartition de la graisse sous-cutanée, de la plus ou moins grande quantité de poils sur le corps et de la production des ovocytes, c'est-à-dire des gamètes femelles qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Cette hormone aide à régulariser la température du corps et lutte contre les pertes de mémoire. Elle contrôle la production de cholestérol afin de prévenir l'obstruction des artères coronaires. De plus, cette hormone s'occupe de la maturation des ovaires et déclenche le cycle menstruel. Elle contribue aussi à la lubrification du vagin en renforçant sa paroi. Elle joue également un rôle essentiel dans la préparation de l'utérus à l'implantation d'un œuf éventuel et l'aide à nourrir le fœtus en développement. Plus généralement, elle favorise le renouvellement osseux en stimulant les ostéoblastes, c'est-à-dire des cellules jeunes qui participent à la formation de l'os et à la féminisation du squelette. Elle maintient la densité des os, protège la masse osseuse jusqu'à la ménopause et prévient l'ostéoporose. Cette hormone sexuelle contribue aussi à limiter la formation de plaques d'athérome, qui sont des dépôts composés principalement de cholestérol qui tapissent les parois des artères et risquent de les boucher, provoquant un accident vasculaire quelquefois mortel. L'estrogène a aussi la particularité de retenir l'eau et le sodium, ce qui peut entraîner l'apparition d'œdème, c'est-à-dire un gonflement pathologique causé par une infiltration séreuse. L'estrogène agit également sur le cerveau en causant des effets sur l'humeur et agit aussi sur le cœur en protégeant le système cardiovasculaire. En ce qui concerne l'homme, l'estrogène intervient dans la régulation de la sécrétion de l'hormone gonadotrope qui stimule les glandes sexuelles et dans la fonction et le développement des testicules. Cette hormone est essentielle à la fertilité ainsi que dans la formation des canaux testiculaires. Maintenant, abordons les glandes qui produisent l'estrogène. Les organes sexuels sont contrôlés par le cerveau et plus précisément par l'hypothalamus. Cette région de l'encéphale génère une neurohormone appelée la GnRH. Celle-ci contrôle la sécrétion des gonadotrophines de l'adénohypophyse. Lorsque la GnRH sécrétée se lie aux cellules de l'hypophyse, celle-ci libère les hormones de LH et de FSH dans le sang qui génèrent ensuite de l'estrogène. La sécrétion de GnRH est contrôlée par la rétroaction négative. Pour continuer, les organes ciblés par l'hormone d'estrogène sont les ovaires chez la femme ainsi que les testicules chez l'homme. Le cerveau joue aussi un rôle important dans le fonctionnement du cycle ovarien. Dans le cerveau, le complexe hypothalamo-hypophysaire est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit l'hormone GnRH qui agit directement sur l'hypophyse. L'hypophyse sécrète dans la circulation sanguine les hormones FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée pendant les 14 premiers jours du cycle. Elle agit sur l'ovaire en encourageant la croissance des follicules. La LH est produite juste avant le 14e jour. L'augmentation soudaine de LH déclenche l'ovulation. Pendant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion de ces deux hormones diminue. La sécrétion de l'ovaire influence aussi les sécrétions du complexe hypothalamo-hypophysaire. Tout au long des différentes phases du cycle, les ovaires vont sécréter deux hormones qui vont être détectées par le cerveau et qui vont venir modifier les activités du complexe. Durant les 13 premiers jours du cycle, l'estrogène qui est libéré dans le sang par l'ovaire va être détecté par le cerveau. Il va donc limiter les sécrétions de FSH et de LH. Ce phénomène s'appelle le rétrocontrôle négatif. Juste avant l'ovulation, c'est le moment où l'ovaire sécrète son maximum d'estrogène. Le cerveau détecte sa concentration élevée dans le sang et contrairement au rétrocontrôle négatif, la sécrétion de LH et de FSH sera augmentée et ce très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif.
Il est indispensable à l'ovulation qui aura lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle vous seront expliqués avec le rétrocontrôle de la progestérone. La sous-production d'estrogène, quant à elle, est responsable d'une augmentation de la vitesse du remodelage osseux et induit un déséquilibre entre résorption et formation, conduisant à une perte osseuse nette et potentiellement à l'ostéoporose. Les estrogènes semblent agir en équilibrant la production de différentes cytokines. Donc, la carence estrogénique permet l'augmentation de ces cytokines, ce qui pourrait accélérer la réduction osseuse. Ensuite, la surproduction d'estrogène chez l'homme peut provoquer une fatigue inhabituelle qui peut mener à l'affaiblissement de l'organisme, à de l'irritabilité, la nervosité, de la colère, une prise de poids, entre autres autour de la taille, une sensation de gonflement, une baisse de la libido, la dépression, des troubles du sommeil plus ou moins intenses, dont l'insomnie et les réveils nocturnes fréquents, une perte de cheveux, l'altération de certaines fonctions physiologiques comme la mémoire et la concentration, à de l'asthme, une sinusite, la perte de tonus musculaire, un essoufflement plus facile et puis une agitation inhabituelle. Puis, chez la femme, un surplus d'estrogène peut ralentir le fonctionnement du métabolisme. Ça a comme conséquence l'augmentation des cellules graisseuses, en particulier au niveau des cuisses ou du ventre. Les seins peuvent devenir sensibles et douloureux, de manière intermittente ou chronique. Un excès d'estrogène peut aussi, dans certains cas, prédisposer à l'apparition de fibromes utérins, qui sont des tumeurs bénignes, donc non cancéreuses, qui s'installent sur la paroi de l'utérus, bien que ce ne sont pas la seule cause. Les fibromes utérins sont le type de fibrome le plus fréquent. Ils peuvent occasionner des saignements ou générer des sensations désagréables et empêcher ou limiter une grossesse désirée. Même que dans certains cas, ça peut procurer un terrain privilégié pour un potentiel cancer. La fatigue peut également accompagner un taux d'estrogène trop élevé. Elle peut être associée à des maux de tête, des douleurs articulaires ou musculaires. C'est au tour de la progestérone. Donc, le rôle principal de la progestérone, c'est de favoriser la nidation de l'ovule fécondé et la gestation. La progestérone, elle modifie les caractères vasculaires et chimiques de la muqueuse utérine, donc c'est-à-dire la paroi interne de l'utérus. Donc, elle modifie ces caractères-là pour la rendre propice à l'implantation de l'œuf dans l'utérus. La progestérone a d'autres actions aussi. Elle a un effet sédatif, donc apaisant et relaxant sur le système nerveux central, et elle est responsable du décalage thermique après l'ovulation. Elle s'oppose à l'effet des estrogènes sur les glandes mammaires et la muqueuse utérine, régulant ainsi leur action. Enfin, sécrétée par les glandes cortico-surrénales, donc ça c'est les glandes situées juste au-dessus de chaque rein, et sécrétée par les ovaires, la progestérone sert d'intermédiaire dans la synthèse des androgènes et des corticostéroïdes. La glande cortico-surrénale est celle qui produit cette hormone. C'est en fait la zone périphérique de chacune des deux glandes surrénales située au-dessus des reins qui élabore et sécrète les corticostéroïdes. Cette glande est également responsable de la gestion des situations de stress via la synthèse des corticoïdes et des catécholamines, et de l'homéostasie hydrosodée via la synthèse de l'aldostérone. La partie externe de la glande, la cortico-surrénale, sécrète de la cortisone. Ces hormones ont pour rôle, entre autres, de libérer le glucose stocké et de vitaliser l'organisme. La glande produit aussi des androgènes, également produits par les gonades. La partie interne des glandes surrénales, la médullo-surrénale, quant à elle, sécrète des catécholamines, un groupe d'hormones rassemblant l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones participent au stress et augmentent la pression artérielle et le rythme cardiaque. Donc, pour ce qui est des organes cibles, le fœtus et l'utérus reçoivent tous les deux de la progestérone. L'utérus le reçoit à cause du cycle menstruel, car le taux de progestérone augmente automatiquement à partir du 14e jour. Il le reçoit ainsi lorsqu'il y a une possibilité de fécondation. S'il n'y a pas fécondation, la concentration de progestérone revient à un niveau normal, car les cellules du corps jaune produites dans les ovaires vont aussitôt régresser puis disparaître. En cas de fécondation, par contre, il y a l'hormone HCG,
Donc, l'hormone gonatrophine chorionique, qui est produite par le trophoblaste de l'œuf, donc la couche cellulaire qui fournit des nutriments à l'embryon. Donc, l'hormone va diriger le maintien et l'augmentation de la production de progestérone nécessaire au maintien de l'endomètre en début de grossesse. Par ailleurs, la progestérone effectue un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire lors de la phase lutéale, phase qui suit l'ovulation et qui constitue les 14 derniers jours du cycle. C'est-à-dire qu'elle inhibe, de la même façon que l'estradiol, la sécrétation des hormones FSH et LH qui stimulent sa propre sécrétion par le corps jaune. Ce système est en fait un système de régulation qui maintient par ces deux actions réciproques un taux sanguin constant d'hormones, ici la progestérone, mais aussi l'estradiol. Quand la progestérone est haute, ces hormones baissent et par conséquent corrigent la tendance. Et quand la progestérone est basse, ces hormones montent et rétablissent la valeur. Donc, si une femme commence à sous-produire de la progestérone, ça va avoir de gros impacts sur sa fertilité. Voire, elle peut même devenir infertile. Une carence en progestérone se traduit par un utérus qui se contracte beaucoup trop, ce qui rendra l'implantation impossible. D'un autre côté, le manque de la progestérone va rendre l'allaitement difficile, voire impossible. Chez une femme enceinte, le manque de progestérone se traduit par une sécheresse vaginale fréquente et anormale, une fatigue générale et presque toujours présente, et une chute de glycémie et des douleurs abdominales. Chez une femme qui n'est pas enceinte, les symptômes peuvent se traduire par une baisse de la libido, des sauts d'humeur, des maux de ventre ainsi que des règles irrégulières. Une carence en progestérone peut même aller jusqu'à une prise de poids anormale et même jusqu'à la dépression. Les symptômes d'une surproduction de progestérone touchent principalement les systèmes nerveux et musculaires. Des études ont montré que 31% des femmes qui souffrent d'un excès de progestérone ressentent des maux de tête et des migraines. 15% d'entre elles souffrent de vertiges, de nausées et d'étourdissements. De même, 20% des patientes qui produisent trop de progestérone souffrent de douleurs articulaires et 12% d'entre elles rapportent des douleurs musculo-squelettiques et 8% se plaignent de douleurs au dos. Cela touche également le système génito-urinaire et gastro-intestinal. Le système génito-urinaire comprend les seins et le vagin et le système gastro-intestinal est composé de l'estomac et des intestins. Environ 27% des patientes qui font un état d'excès en progestérone souffrent de sensibilité et de douleurs mammaires. Et 11% souffrent de problèmes urinaires mineurs, soit des douleurs légères à la miction. Les femmes qui ont un excès de progestérone peuvent également souffrir de sécheresse vaginale et d'hypertrophie légère des seins. Il semblerait que l'excès de progestérone sur plusieurs années augmente les risques de développer un cancer du sein. D'un autre côté, 27% de ces femmes font un état de douleur abdominale à intensité variable et 8% rapportent des symptômes similaires à ceux du syndrome de l'intestin irritable, comme les ballonnements, les diarrhées et les nausées.